De retour dans votre émission Angle de vue avec notre invité Michel Fayad, l'un des fondateurs du spiritourisme en Martinique. Michel Fayad, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dans un fût de rhum quand vous étiez petit? Et encore, vous y avez un petit peu répondu en première partie, donc visiblement pas vraiment. Donc d'où vous vient cette passion pour le spiritueux? C'est-à-dire que je suis né dans une habitation dévastée par l'alcool. Je l'ai dit souvent, la boutique était juste en bas, c'était en Miss Rome, en Chopin, en Ochi. C'est comme ça qu'on vendait le rhum, etc. Et puis bon, après, on a grandi, on est descendu en ville et on a vu que le rhum n'existait pas en ville, pratiquement dans les boîtes de nuit ou les dancing, etc. Et que finalement, quand je suis retourné dans une usine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu toute mon enfance, parce qu'il y avait des usines. Pour moi, on m'avait expliqué aussi que la fumée de la cheminée, c'était une production de nuages qui montait et qui donnait la pluie. Donc, vous voyez, il y avait du romantisme, il y avait de la poésie derrière, et les anciennes machines à vapeur avec des roues dentées, des rôles cannelés, etc. Bon, tout ça fait partie de mon environnement, et puis les champs de canne à perte de vue, etc., tout ça existait, hein, je veux dire, et même les habitations créoles aussi. Hein. Donc, je me suis retrouvé dans mon enfance avec des études d'histoire en plus. Un travail de réhabilitation que vous menez au plus haut niveau. Je vais vous inviter à découvrir la photo qui va apparaître. Sur cette photo datant de 2003, vous êtes en pleine présentation d'une distillerie au président de l'époque, Jacques Chirac, un président reconnu comme l'un des plus fervents défenseurs du terroir français. Est-ce que l'époque a changé? Est-ce que nos politiques continuent de préserver les savoir-faire régionaux? Ou au contraire, faut-il aujourd'hui faire d'autant plus de lobbying pour préserver ce savoir-faire? Je pense que ça a tendance à disparaître. Jacques Chirac, c'était lundi dernier, effectivement, parce que déjà, c'est lui qui a inauguré l'usine Saint-James en 1974, au moment où le groupe Cointreau a repris. Et c'est vrai que quand on a eu la grande médaille d'or au concours mondial de Bruxelles, là, je l'ai rencontré au ministère des Outre-mer en 13 juillet 2003. Et il avait déjà entendu parler de ce fameux spiritourisme qu'il trouvait particulièrement sympathique, parce que c'est une nouvelle clientèle qu'on a trouvée pour les touristes. Et il est venu me voir justement ce jour-là et on lui a expliqué, d'ailleurs, comme vous voyez un verre à la main, il fallait le faire, on lui a expliqué un petit peu justement dans quelle est la démarche qu'on avait justement pour sauver la filière, c'est-à-dire au lieu de se contenter d'une clientèle locale qui, 9 fois sur 10, ne buvait pas de rhum, on a attaqué la clientèle touristique directement et on en a fait un produit d'appel, un produit qu'on peut offrir à des amis, parce qu'à l'époque, je peux vous dire que offrir une bouteille de rhum, c'était une catastrophe. On n'offrait jamais une bouteille de rhum, sinon c'était une insulte. Je veux dire, ça veut dire prendre la personne pour un alcoolique. Et la bouteille de rhum était bon marché, et il n'y avait aucun packaging, il n'y avait rien véritablement d'attrayant. Donc, si vous voulez, bon, il y a eu tout ce travail-là que je lui ai expliqué d'ailleurs, et qu'il a très bien compris. Alors un rhum en pleine réhabilitation, mais peut-être aussi menacé. Depuis 2020 et jusqu'en 2026, le prix du rhum augmente en moyenne chaque année de 50 centimes. Un alignement des taxes sur les alcools forts comme dans l'Hexagone, justifié par des raisons de santé publique selon le gouvernement. Et pourtant, et vous l'avez dit également, la consommation dans nos territoires reste très en deçà de celle dans l'Hexagone. Sans compter que le vin, s'il fallait faire un parallèle, autre produit du patrimoine par excellence, lui n'est pas concerné par cet ajustement fiscal. Comment est-ce que vous expliquez ce deux poids, deux mesures? C'est-à-dire qu'il y a véritablement un malentendu, vous savez. C'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas de statistiques ethniques, c'est bien connu, d'accord? Et donc en Martinique, ça s'applique. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de compter le nombre de bouteilles de rhum qui est vendu à la Martinique, signifiait le nombre de bouteilles de rhum qui est consommé à la Martinique. Or, ça n'a rien à voir. Il y a 350 000 Martiniquais qui consomment très peu de rhum, en tout cas beaucoup d'alcool importé, et il y a 1 million de touristes qui, eux, partent avec au moins 3 bouteilles de rhum. Vous voyez ce que je veux dire? Par les locaux aussi, qui ramènent un cadeau et puis à la famille là-bas. Des locaux aussi, bien sûr, des vacanciers qui viennent, qui repartent. Donc la plupart du rhum vendu à la Martinique repart vers l'extérieur. C'est pratiquement une exportation sans payer des frais de transport. Donc pour nous, c'est du tout bonus. Maintenant, on a voulu interpréter ça comme si les Martiniquais buvaient plus de rhum que n'importe qui. Et donc, on a rajouté des taxes supplémentaires
C'est ce qui a servi à mettre comment ça s'appelle, sur les routes des radars, hein, une quantité de radars impressionnants. Mais c'est vrai que le Martiniquais, jusqu'à présent, quand on fait véritablement des statistiques, boit beaucoup plus d'autres alcools, on ne va même pas les citer, ou de champagne, ou du whisky, ou de la bière, etc., qui ne consomment de rhum. Donc pour vous, la lutte contre l'alcoolisme est une fausse raison? Oui, la lutte contre l'alcoolisme à la Martinique, c'est une fausse raison. Alors, contre l'alcoolisme, peut-être, mais s'attaquer au rhum, simplement parce que c'est le produit phare de l'alcool martiniquais, c'est un faux problème, complètement. Une filière rhum qui est également menacée, comme n'importe quelle agriculture, par le réchauffement climatique. Les rendements de canne sont de plus en plus faibles. Quand la concurrence internationale, elle, est de plus en plus présente, on pense notamment au Japon, qui a commencé à faire du rhum, l'Amérique du Sud, bien sûr. Quelles sont les perspectives à long terme de notre agriculture rhumière ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a véritablement un petit trésor dans la mesure où on est le seul rhum au monde à posséder une appellation d'origine contrôlée. Déjà parce qu'on est agricole, d'accord ? Et puis, deuxièmement, parce qu'il y a un label international, un label français, mais qui a une renommée internationale. Quand vous allez au Japon avec une AOC, c'est pas quand vous allez au Japon en disant « mon rhum, c'est le meilleur ». Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous avez un vrai diplôme, un vrai label. Donc, c'est sur ça aujourd'hui qu'on se bat, parce qu'il se trouve que, comme par hasard, le rhum au niveau international, c'est l'alcool le plus consommé dans le monde. Aujourd'hui, on est presque en train de dépasser le whisky et la vodka, je parle au niveau mondial. Et nous, qu'est-ce qu'on a à la Martinique ? On a le haut de gamme de l'alcool le plus consommé dans le monde. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a, grosso modo, un boulevard qui nous est ouvert, et c'est à nous, effectivement, de le prendre. Alors, bien sûr, il y a la production qui suit... Oui. Malement. Et puis, une production parfois difficile et qui en plus se retrouve tout de même en concurrence qu'on pourrait même qualifier de déloyale face notamment à certains pays producteurs d'Amérique du Sud. En 2021, une nouvelle réglementation européenne est entrée en vigueur. Au-delà d'un certain seuil de sucre rajouté dans le rhum, la boisson ne peut plus être appelée rhum. Alors c'est très bien, mais est-ce que ce n'est pas finalement un pansement sur une jambe de bois ? Est-ce que vraiment ça préserve la filière martiniquaise et le rhum AOC ? C'est-à-dire que nous, on n'a pas de sucre ajouté déjà. Hein. Je veux dire par là qu'on parle de rhum industriel. Vous savez, vous avez le rhum agricole directement issu du jus de canne pressé, et le rhum industriel à partir des résidus de sucre de canne, c'est-à-dire de mélasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même marché. Nous, on a un produit, les autres sont des ingrédients. C'est avec les autres qu'on fait des pina coladas, des cocktails, des grog, des bananes flambées. Nous, on le boit directement comme un produit haut de gamme, comme un cognac ou un armagnac en vieux et comme un petit punch en blanc. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'avec la flambée du rhum au niveau international, on commence à voir toutes sortes de dérives. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vous donner un exemple, les rhums martiniquais sont en procès avec des rhums vénézuéliens, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que des fois, ils marquent Martinique dessus, ou Martinica parce qu'il y a une petite île au large du Venezuela qui s'appelle Martinique. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu de marquer AOC, ils marquent AOX ou un truc comme ça, qui peut faire semblant d'être une appellation d'origine contrôlée. Donc, on est aujourd'hui avec des contrefaçons, véritablement, face à des contrefaçons. Michel, dites-moi, où en sommes-nous du développement du bio ? Le bio a commencé à la Martinique. Hein. Nous-mêmes, nous faisons du rhum bio. Je pense que toutes les distilleries font du rhum bio. Alors, on est en toute petite quantité pour le moment, mais ça va aller crescendo certainement. Et on voit que Nesson, Saint-James, je crois HSE aujourd'hui, commencent à faire du rhum bio. Et on est, pour le moment, dans un petit côté niche de produits, vous voyez. Mais à côté du rhum bio, on a tout un panel, puisqu'on fait des récoltes tardives, on fait des brutes de colonne, on fait des brutes de fût, on fait des XO, enfin, on a tout un panel aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, d'ailleurs, avant la dimension touristique, tout un panel aujourd'hui de rhum, justement, qu'on veut développer, mais de rhum haut de gamme, parce qu'entre-temps, on a changé le packaging, ça c'est très important. Et ce rhum bio pourrait vous permettre de conquérir de nouveaux marchés. Quelles sont d'ailleurs les perspectives de nouveaux marchés, autres que la France hexagonale et l'Europe ?
C'est-à-dire déjà, le rhum Saint-Jean même a un marché qui est énorme, c'est le marché africain. On est en train de faire des recherches dessus, mais le rhum Saint-Jean est rentré sur disons, l'Afrique francophone comme un produit natif natal, quoi. Je veux dire, on utilise ce rhum-là pour la dot des mariés, on l'utilise pour le vaudou, etc. Donc, certainement des administrateurs martiniquais qui ont œuvré en Afrique ont apporté ce rhum-là, c'est devenu une tradition. Et puis aujourd'hui, on est quand même vendu dans une centaine de pays dans le monde. Hein. Je vais vous dire très honnêtement, ce n'est pas le marché qui nous manque, c'est surtout la quantité de production de rhum qui nous manque aujourd'hui. La production de canne, bien sûr, aujourd'hui, je peux vous dire très honnêtement qu'il nous manque de la canne pour faire le rhum qu'on aurait pu vendre. Combien, dans quelle proportion tout ce marché qu'on n'arrive pas à servir? Très honnêtement, il nous faudrait encore au moins 40% de cannes supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins aujourd'hui. Les terrains existent? Alors, les terrains, il faut d'abord les classer. Alors, c'est ça la difficulté. Les terrains, on ne peut pas prendre n'importe quel terrain et puis dire on fait du rhum. Il faut d'abord que ces terrains-là soient classés à appellation d'origine contrôlée. Parce que l'appellation d'origine contrôlée, c'est une aire géographique. Hein. Ce n'est pas simplement un produit qu'on a élaboré. Donc, les terres doivent être classées AOC. Et ça, il faut d'abord demander une permission à l'INAO, etc., l'Institut national, qui généralement le donne. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la banane emploie beaucoup plus de monde que la canne et qu'à ce niveau-là, ceux qui veulent préserver des emplois préfèrent encore continuer dans la banane que se mettre à la canne, alors que la canne est plus rentable. Alors justement, vous abordez la filière banane. On a tendance souvent à mettre en concurrence aussi les deux filières, avec notamment l'attribution de subventions qui seraient plus importantes pour la banane que pour la filière canne, sucre, rhum. Quelle est votre position dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est une filière qui est suffisamment bien supportée par les pouvoirs publics ou qu'on pourrait faire mieux? La filière canne sucre rhum, oui, certainement, on pourrait faire mieux, ça c'est sûr. Mais comme je vous disais, la banane a cet avantage au niveau social qu'elle emploie beaucoup plus de monde. Vous voyez, déjà dans un premier temps, en plus c'est la banane qui remplit les bateaux qui apportent des produits manufacturés, et donc c'est la banane qui est remplie pour le retour. Je veux dire, si vous éliminez la banane, vous augmentez encore le prix des produits importés, puisqu'il faudrait payer le retour, etc. Donc, si vous voulez, c'est vrai que la banane joue un rôle social très important. Et c'est pour ça, je suppose, qu'on essaie alors avec les aides compensatoires, vous avez bien compris qu'elle est très, très subventionnée. C'est véritablement un rôle social qu'elle joue. Maintenant, le véritable produit qui a un rôle économique capable... Avec une forte valeur ajoutée. Avec une forte valeur ajoutée. Et puis dans ça une pourrait niche être de un produits. choix politique. Ça pourrait être un choix politique, absolument. Est-ce et puis que qu'on ça pourrait se devrait lancer l'être, selon vous? Ça devrait l'être, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est mécanisé. C'est-à-dire, il n'y a plus de coupeurs de canne dans les champs, il y a des grosses machines qui coupent la canne, etc. Tout se fait de façon automatique. Aujourd'hui, ceux qui font le rhum, ce sont des œnologues, des maîtres de chais, etc., des distillateurs. Mais bon, tout ça, ce n'est pas des centaines et des milliers de personnes qui travaillent dessus, quoi, si vous voulez. Donc, c'est vrai, la canne, pour vous donner un exemple, je n'ai pas les chiffres de la banane, mais la filière canne emploie à peu près 4000 personnes sur l'île, quoi. Mais ce n'est pas véritablement suffisant. Par contre, là où on est vraiment dans un vrai produit à forte valeur ajoutée, c'est qu'on peut justifier d'un prix plus élevé que les autres, dans la mesure où on a une qualité et un label et une façon de produire du rhum qui est très particulier. Donc là, on est dans une niche de produits haut de gamme. Les palais aujourd'hui sont suffisamment sensibilisés, parce que vous parliez effectivement de la différence entre les rhums, notre rhum AOC et d'autres rhums qu'on peut trouver sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la sensibilisation au niveau du palais, au niveau de la qualité de ce produit qui est redevenu un produit d'exception, a été bien faite et suffisante? C'est-à-dire ça se fait au niveau déjà national. On voit déjà des gens des œnologues qui forment justement, il y a des concours de barman, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait l'impression que un rhum, c'est un rhum, quoi. Je veux dire, comme je disais, c'est un ingrédient, c'était pas un produit. Et aujourd'hui, on voit effectivement
se former petit à petit avec des journaux, etc., spécialisés, comme Rome Porter, etc. On va se spécialiser des produits qui sont de plus en plus haut de gamme. Surtout que, pour se différencier des autres, c'est vrai que le rhum évoque autre chose que la vodka ou le whisky. Le rhum, c'est, comme je le disais, c'est la Caraïbe, c'est les grands larges, c'est les flibustiers, c'est les boucaniers. Ça fait partie, si vous voulez, de l'imaginaire touristique des Européens. Donc, quelque part, on peut jouer sur cette image-là. Tandis que quand on parle de vodka, on n'a rien à raconter sur la vodka, sinon que ça vient d'Ukraine ou de Russie, etc., et que c'est fait à base de blé, quoi, je veux dire. Les grands groupes de spiritueux s'intéressent à notre rhum depuis des décennies. Il y a certaines distilleries qui ont été rachetées par certains grands groupes. C'est le cas de St. James notamment. Et puis il y a aussi des distilleries gérées par des groupes familiaux. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'à l'intérieur du territoire, les distilleries se mènent elles aussi une concurrence farouche? Oui, c'est-à-dire en Martinique, il y a 3 grands groupes. Un groupe italien, Campari, qui possède l'Ammonie, Trois-Rivières et Duquesne, on pourrait dire ça. Il y a un groupe français, la Martiniquaise, qui possède Saint-James, Dillon et De Paz, auquel j'appartiens. Et puis, il y a un groupe martiniquais, qui est le groupe GBH, qui possède Clément et puis celui de Basse-Pointe, là, JM, et puis JM, vous voyez. Et puis, à côté, il y a quelques... comme Madame Nesson ou La Favorite, etc. Ou Hardy, voilà. Il y a quelques il faut dire que le spiritourisme a créé beaucoup de nouvelles petites structures. Je veux dire, vous avez vu que les petites... que ce soit à Grand-Rivière, que ce soit au Simon, que ce soit à Tartane ou à Trinité, vous avez des petites structures qui font faire le rhum par les grosses et puis qui présentent ça comme un intérêt patrimonial avec une maison en pierre, etc., et qui vendent du rhum comme ça. Ben, tant mieux à la limite, on dirait. C'est le gage, c'est la rançon de la gloire. Alors justement, on va continuer à parler rhum et plus particulièrement spiritourisme dans la 3e et dernière partie de cette émission. Michel Fayad, on se retrouve tout de suite.